Localisation à territoire 3. Non, regardez bien. Le problème. Chers candidats et candidates, j'ai l'honneur et le privilège ce soir de vous présenter la méthodologie de résolution du sujet de type 1 à l'épreuve des sciences de la vie et de la terre au baccalauréat. L'épreuve écrite des sciences de la vie et de la terre au baccalauréat comporte 2 parties. La première partie est constituée d'un seul exercice, communément connu sous le nom de type 1 ou de restitution organisée de connaissances. Cette partie est notée sur 10 points. L'élève, le temps réparti, le temps requis pour résoudre cette première partie est à peu près 1h30. Quant à la deuxième partie du sujet, elle est constituée de 2 exercices. Un exercice connu sous le nom de type 2A, comportant un document d'exploitation, et un deuxième exercice connu sous le nom d'exercice de type 2B et qui, lui, peut comporter différents documents. L'exercice de type 2A est noté sur 3 points et doit être traité environ 30 minutes. Par contre, l'exercice de type 2B, la durée requise pour traiter ce sujet, cet exercice plutôt, est environ 1h30. Avant de voir ensemble la méthodologie de résolution du sujet de type 1, on va essayer d'abord de voir ensemble les compétences évaluées, les compétences recherchées dans la copie de l'élève. Alors, quelles sont ces compétences? Premièrement, c'est restituer et expliquer des notions ou des connaissances vues au cours de l'année. Ensuite, il ne suffit pas de restituer ces connaissances de n'importe quelle manière, mais il faudra d'abord les organiser et les structurer en différentes parties. Maintenant, les différentes parties peuvent comporter 1 ou 2 schémas. Ensuite, il faudra utiliser un vocabulaire scientifique adéquat et adapté à la problématique posée. Il faudra aussi soigner la qualité de la langue et faire attention à la clarté des idées et à la rigueur de l'argumentation. Là, voyons ensemble les différentes formes d'un sujet de type 1. L'exercice connu sous le nom de restitution organisée, ROC, se présente sous 2 formes, peut se présenter sous 2 formes. Un texte structuré en introduction, un développement comportant différentes parties titrées et une conclusion. Ou bien une deuxième forme dans laquelle on demande un schéma fonctionnel avec titre et légende accompagnés d'un texte explicatif d'1 page maximum, et cette forme est la nouveauté, et cette forme de sujet ne comporte ni introduction,
ni développement, ni conclusion. Et c'est la nouveauté du programme. Maintenant, la structure générale de la réponse d'un sujet de type 1, d'un sujet de type 1 classique, c'est-à-dire la première forme qu'on a vue précédemment, votre réponse à cette question, à cette problématique, doit être organisée, structurée et concise. Et elle doit comporter une introduction qui situe le sujet dans un contexte scientifique donné, un développement dans lequel vous allez détailler et apporter des explications aux différents mécanismes, et une conclusion dans laquelle vous donnez la réponse à la problématique posée. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion? L'introduction comporte 3 phases, en quelque sorte. Dans l'introduction, on doit définir les mots-clés et les expressions importantes de l'énoncé. On doit aussi formuler un problème scientifique. Et enfin, avant d'entamer le développement, il faudra d'abord annoncer le plan de votre travail. Ensuite, le développement, quant à lui, comporte différentes parties titrées grand 1, grand 2, grand 3, ou bien en différents paragraphes, mais la méthode la mieux adaptée, c'est de faire des parties titrées en grand 1, grand 2, en grand 3. Dans chaque partie, les idées doivent être organisées en paragraphes qui peuvent comporter 1 ou 2 schémas. Maintenant, la conclusion, c'est la réponse au problème posé, mais aussi, on doit rajouter une phrase d'ouverture du sujet vers un autre problème scientifique. Nous allons voir maintenant les étapes de résolution d'un sujet de type 1 sous la forme d'un texte structuré, à savoir une introduction, un développement et une conclusion. Le travail sera fait en 2 étapes. Une première étape consistera à faire le travail sur le brouillon. C'est un travail préliminaire et ce travail doit durer à peu près 20 minutes. Et en deuxième temps, ce sera le travail réalisé sur la copie d'examen, c'est-à-dire le travail au propre sur la copie d'examen. Alors, la première étape, ce sera souligner les mots-clés et encadrer les verbes d'action dans la question, dans la problématique de l'énoncé du sujet. Deuxième étape, rédiger les définitions des mots-clés. Troisième étape, organiser les notions de cours en rapport direct avec le sujet et éliminer celles qui paraissent hors sujet et construire le plan de développement en regroupant les différentes notions qui sont proches. Quatrième étape, on doit rédiger l'introduction. Cinquième étape, reproduire un schéma s'il est exigé et à la fin, conclure. Tout ce travail doit se faire de la première étape jusqu'à la 5e étape. Ça doit se faire sur le brouillon et ce travail doit durer au maximum 20 minutes. N'oubliez pas que ce sujet dure, que le sujet de type, la durée répartie pour le sujet de type 1 était 1h30. En deuxième temps, c'est le travail réalisé sur la copie d'examen et ce sera la 6e étape. Maintenant, on verra ensuite la méthodologie
qui permet de réaliser, de traiter un schéma fonctionnel, c'est-à-dire la deuxième forme du sujet de type 1. C'est quoi un schéma fonctionnel? Un schéma fonctionnel doit représenter le fonctionnement des différents éléments et leur relation de façon symbolique, claire et simplifiée. Contrairement au schéma d'observation, par exemple, le schéma d'observation réalisé au niveau à l'aide d'un microscope ou à l'aide d'une loupe, un schéma fonctionnel utilise, quant à lui, en général, des couleurs et des symboles. Le schéma est toujours accompagné d'un texte explicatif dans lequel on doit apporter les explications entre les différents mécanismes développés dans le schéma, sans faire une introduction et une conclusion. Alors, quelles sont les étapes qui permettent de réaliser un schéma fonctionnel? Toujours, là aussi, le travail se répartit en deux temps. En premier temps, c'est le travail fait au niveau du brouillon. C'est de la première étape jusqu'à la troisième étape. Et de la quatrième étape jusqu'à la cinquième étape, ce sera le travail réalisé sur la copie d'examen. La première étape, c'est répertorier les informations ou les mots-clés utiles à la réalisation du schéma fonctionnel. C'est-à-dire, vous recherchez dans la question posée les éléments qui vous semblent importants, les expressions scientifiques qui vous semblent les plus importantes du sujet. Il faudra les souligner. Ensuite, il faudra réfléchir à la mise en ordre des différentes informations sélectionnées et pour pouvoir apporter un lien logique entre les différents éléments. La troisième étape, représenter les éléments du schéma et les légendes. Maintenant, le travail sur la copie d'examen, il faudra faire fonctionner, c'est-à-dire il faudra mettre en relation les différents éléments sélectionnés en utilisant des flèches, des couleurs et des symboles. Ces flèches et ces symboles permettent d'établir un lien de cause à effet entre les éléments sélectionnés qui se superposent dans le schéma fonctionnel. Cinquième étape, il faudra faire une légende et la légende doit comporter des codes couleurs, des symboles et aussi, il ne faudra jamais oublier un titre. Voici un exercice d'application du sujet de type 1. Au cours du quaternaire récent, la planète Terre a connu une alternance de périodes chaudes et froides, pour étudier les causes de ces changements climatiques. Les paléoclimatologues utilisent divers indices qui doivent être concordants. Maintenant, expliquer par un schéma accompagné d'un texte court les causes, les conséquences, et ainsi que les causes et les conséquences et les effets des facteurs amplificateurs dans les variations climatiques, ainsi que les indices ayant permis leur étude. Expliquer par un schéma
accompagné d'un texte court les causes, les conséquences et les effets des facteurs amplificateurs dans les variations climatiques ainsi que les indices ayant permis leur étude. Votre réponse sera organisée sous la forme d'un schéma synthétique fonctionnel avec titre et légende accompagné d'un texte explicatif d'une page maximum. Voici l'énoncé du sujet. Alors, quel est le travail attendu de l'élève? Donc, on va appliquer la méthodologie qu'on a vue précédemment avec cet exercice. D'abord, l'énoncé du sujet qu'on vient de lire, il faudra d'abord savoir la forme à laquelle il appartient. On avait vu que le sujet de type 1 se présentait sous deux formes. Une forme structurée qui comportait une introduction, un développement et une conclusion, et une deuxième forme qui, elle, demandait seulement de faire un schéma fonctionnel avec titre et légende, mais accompagné d'un texte court. Alors, notre sujet à nous maintenant, vous voyez très bien qu'il appartient à la deuxième forme du sujet de type. Et lorsque vous regardez de manière générale d'abord le sujet, on voit très bien que le sujet est constitué de trois parties. Une première partie qui, elle, présente le sujet et qui le situe dans un contexte scientifique, qui introduit le sujet, et une deuxième partie qui, elle, comporte la problématique, le problème à traiter, et enfin, une troisième partie qui, elle, comporte des indications utiles pour la résolution du sujet. Alors, on va essayer de faire ensemble le travail en appliquant la méthodologie citée précédemment. Alors, quelle était la première étape? On doit répertorier, c'est-à-dire relever dans l'énoncé les informations et les mots-clés, c'est-à-dire les expressions et les mots-clés. Alors, quels sont les mots-clés du sujet? C'est les mots comme cause, conséquence, variation climatique et indice. Sans oublier le verbe d'action qui est entouré. Le verbe d'action qui détermine la nature du travail à faire. Donc voici les différents éléments soulignés dans l'énoncé. Les causes, les conséquences, les facteurs amplificateurs, ainsi que les indices. Quelles sont les causes des variations climatiques? Donc, comme vous aviez vu au cours de l'année, ce sont ce qu'on appelle les paramètres astronomiques. Ces paramètres astronomiques sont des éléments qui font varier, grosso modo, la distance séparant entre la Terre et le Soleil. Donc, ils auront une influence directe sur la température de la Terre. Alors, quels sont ces différents paramètres astronomiques qui peuvent faire varier la distance Terre-Soleil? C'est par exemple l'excentricité de l'orbite de la Terre, l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre, etc. Excentricité qui veut dire
la trajectoire décrite par la Terre autour du Soleil. Cette trajectoire peut être de forme circulaire ou de forme elliptique. Et dans ces deux formes, la Terre ne reçoit pas la même quantité d'énergie solaire. Et l'obliquité, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire de l'orbite de la Terre. Ensuite, les conséquences. La conséquence directe de ces paramètres astronomiques, c'est l'insolation. Ils font varier la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre. C'est ce qu'on appelle l'insolation. Alors si la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre varie, vous comprenez très bien que l'insolation aura une action directe sur la température. Ensuite, les facteurs amplificateurs, qui sont le troisième mot clé souligné dans l'énoncé. Alors, quels sont les facteurs amplificateurs des variations climatiques? C'est par exemple l'albédo et l'effet de serre. On va revenir un peu plus loin, ce que veut dire albédo et effet de serre. Ensuite, tous ces phénomènes ont été retrouvés grâce à des indices qui ont permis la reconstitution des paléoclimats, c'est-à-dire des climats passés. Troisième étape. Représenter les éléments du schéma et les légender. On attribue un code couleur à chaque élément souligné dans l'énoncé. Tous les éléments concernant les causes des variations climatiques, on leur attribuera un code couleur bleue. Et les éléments concernant les éléments qui vont, tous les éléments qui seront répertoriés comme les conséquences, on leur attribuera un code couleur vert. Les indices, quant à eux, on leur donnera un code couleur orange, et les facteurs amplificateurs, tous les phénomènes qui amplifient les variations climatiques, on leur donnera un code couleur rouge. Maintenant, la quatrième étape. À quoi consiste cette quatrième étape? On va essayer de faire fonctionner les différents éléments, c'est-à-dire les mettre en relation en utilisant des flèches, des couleurs et des symboles. Donc, à gauche du schéma, nous avons tous les éléments qu'on a répertoriés. Cause, conséquence, facteurs amplificateurs et indices avec leur code couleur. On avait dit que les causes des variations climatiques, ce sont les paramètres astronomiques. Lorsque la distance entre la Terre et le Soleil diminue, la Terre reçoit une quantité d'énergie solaire importante, ce qui provoque une élévation de sa température. Une élévation de sa température. Et on dira qu'on est dans une période interglaciaire. Par contre, si la distance entre la Terre et le Soleil augmente, ceci induira
une diminution de la température de la Terre. C'est-à-dire, pourquoi la température diminue-t-elle? Parce que la Terre reçoit une quantité d'énergie solaire faible. Et là, on dira qu'on est dans une période glaciaire. Donc voici les deux conséquences des variations des paramètres astronomiques. Maintenant, à leur tour, qu'est-ce que les variations de température, que vont-elles provoquer? Quelle sera la conséquence des variations de température? La température élevée en période interglaciaire provoque aussi une diminution de l'albédo. C'est quoi l'albédo? Et comment diminue-t-il l'albédo? L'albédo, d'abord, par définition, c'est le rapport entre la quantité d'énergie réfléchie sur la quantité d'énergie absorbée par un corps donné, par un corps physique. Et notre corps physique ici, c'est la Terre. Alors, en période de réchauffement, vous savez très bien que l'augmentation de la température va entraîner une fonte des calottes glaciaires. Et cette fonte des calottes glaciaires voudra dire que la Terre va réfléchir moins d'énergie solaire et va absorber plus d'énergie solaire. Alors si la Terre absorbe plus d'énergie solaire qu'elle n'en a réfléchi, ça voudra dire tout simplement que la Terre aura tendance à se réchauffer. Ensuite, lors d'une période froide, c'est-à-dire en période glaciaire, on a dit qu'on avait une diminution de la température. Alors, quelle sera la conséquence d'une diminution de la température? Comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a une relation directe entre la solubilité du CO2 dans l'eau et la température. Alors, l'augmentation de la température, la diminution de la température, va entraîner la diffusion du CO2 de l'atmosphère vers l'océan. C'est-à-dire que le CO2 de l'atmosphère passe de l'atmosphère vers l'océan. Donc, par conséquent, on aura une diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et une diminution du taux de CO2 de l'atmosphère aura pour conséquence une diminution de la température. Donc ça va amplifier la température qui baissait déjà à cause des paramètres astronomiques. Donc la diminution de la température va entraîner la baisse de la température en période glaciaire va entraîner d'abord une diminution de l'effet de serre, c'est-à-dire que le CO2 de l'atmosphère quitte l'atmosphère pour passer vers les océans. Donc, raison pour laquelle on parle de diminution de l'effet de serre, parce que le taux de CO2 dans l'atmosphère a diminué. Deuxième conséquence de la baisse de température, ce sera une augmentation de l'albédo, c'est-à-dire en période glaciaire, la surface des calottes glaciaires augmente. Donc, la Terre va réfléchir plus d'énergie et elle va absorber moins d'énergie. Raison pour laquelle on dira, donc comme le numérateur est supérieur au dénominateur, quantité réfléchie supérieure à la quantité absorbée, la Terre aura tendance à se refroidir. Alors la diminution du CO2, je le rappelle encore une fois, vous savez très bien que le CO2 est un gaz à effet de serre. Alors sa diminution dans l'atmosphère
on a dit que ça entraîne une diminution de l'effet de serre. Et si l'effet de serre diminue, par rétroaction, ça va amplifier la baisse de la température. Et l'augmentation de l'albédo, aura, elle aussi, une rétroaction, c'est-à-dire une action en retour sur la baisse de la température. Une rétroaction qui veut dire tout simplement une action en retour sur la baisse de la température qui était déjà entamée par les paramètres astronomiques, c'est-à-dire l'augmentation de la distance entre la Terre et le Soleil, qui était la cause principale de la baisse de la température moyenne de la Terre. Maintenant, quels sont les indices qui ont permis de reconstituer ces différentes variations des périodes climatiques, à savoir la période interglaciaire et la période glaciaire? Alors, en période interglaciaire, les indices qui ont permis de reconstituer, ce sont le delta O18 de la glace, le delta O18 de l'océan et les pollens des plantes. Alors, le delta O18, comme vous le savez très bien de la glace, il est proportionnel à la température. Alors, en période interglaciaire, le delta O18 de la glace sera élevé. Donc, un delta O18 de la glace élevé signifiera qu'il s'agit d'une période interglaciaire, c'est-à-dire une période où nous avons une élévation de la température, parce que le delta O18 de la glace est proportionnel à la température. C'est-à-dire qu'il varie de la même manière que la température. Par contre, le delta O18 des sédiments marins, lorsqu'il sera faible, ça signifiera une élévation de la température. Pourquoi? Parce que le delta O18 de l'océan, des sédiments marins, des foraminifères, est inversement proportionnel à la température. Donc, baisse de delta O18 de l'océan voudra dire que la température avait augmenté. Et en période interglaciaire, nous avons aussi une abondance des pollens d'arbres. Voilà les différents indices qui ont permis de reconstituer une période glaciaire. Une période, je veux dire, interglaciaire. Par contre, les indices qui ont permis de reconstituer la période glaciaire, c'est un delta O18 de la glace qui est faible, un delta O18 des sédiments marins et qu'on appelle aussi de l'océan, qui, lui, sera élevé, et une abondance dans le milieu des pollens herbacés. Maintenant, voici les différents éléments jouant un rôle dans les variations climatiques. Maintenant, on les a mis en relation, les différents éléments, on les a mis en relation en utilisant des flèches, une flèche bleue, qui elle signifie une induction des phénomènes, et une flèche noire qui elle traduit une flèche noire qui elle traduit l'action en retour. Maintenant,
vous avez aussi deux accolades qui signifient tout simplement que ces différents indices ont permis de reconstituer la période interglaciaire et ces autres indices ont permis de reconstituer la période glaciaire. Donc n'oubliez pas, une fois que vous aviez fini de réaliser votre schéma et mettre en relation les différents éléments, n'oubliez pas de donner un titre à votre schéma. Cinquième et dernière étape, on doit indiquer en légende les codes couleurs, les symboles utilisés et on doit donner un titre au schéma. Donc voici la légende. Nous avons mis en deux diapos le schéma et le titre, mais dans la réalité, c'est-à-dire sur votre copie, il faudra que la légende accompagne le schéma. Et en bas, vous avez le titre du schéma. Le titre du schéma. Donc on explique la signification de chacune des flèches et l'accolade et on reprend les différents éléments de notre schéma. Alors, quel est le titre? Schéma fonctionnel des mécanismes intervenant dans les variations climatiques. Voici le texte explicatif qui doit accompagner le schéma. Comme vous le voyez très bien, dans ce texte explicatif, on reprend les différents éléments mis dans le schéma, répertoriés dans le schéma. On doit retrouver dans ce texte explicatif les causes, les conséquences, les facteurs amplificateurs, ainsi que les indices qui ont permis de reconstituer les variations climatiques. Donc voici les causes, ce sont les paramètres astronomiques, conséquences qui font augmenter l'insolation. Cette augmentation de l'insolation va induire une augmentation de la température, et cette augmentation de la température aura, quant à elle, pour conséquence, une augmentation du CO2 dans l'atmosphère car il diffuse de l'océan vers l'atmosphère. Mais aussi, l'augmentation de la température aura pour conséquence une fonte des calottes glaciaires, ce qui va diminuer l'albédo. Là, on parlera de facteurs amplificateurs. Et cette période, on l'appelle la période interglaciaire. Alors, quels sont là, dans cette première partie, on explique maintenant les indices qui ont permis de reconstituer la période interglaciaire, comme on l'a déjà dit dans le schéma, à savoir un delta O18 de la glace élevé, parce qu'il était proportionnel à la température, un delta O18 des sédiments marins qui, lui, était faible, parce qu'il était inversement proportionnel à la température, et dans le milieu, on aura une abondance de pollen d'arbres. Tous ces indices témoignent d'une période interglaciaire. Par contre, la période glaciaire, elle est caractérisée par une baisse de la température, c'est la conséquence. Cette baisse de la température va induire une augmentation de la surface des calottes glaciaires, ce qui va augmenter l'albédo, mais aussi, par diffusion, le CO2 passe de l'atmosphère vers les océans. Passe de l'atmosphère vers les océans, et ainsi, comme le taux de CO2 diminue dans l'atmosphère, on aura une diminution de l'effet de serre qui aura une rétroaction
qui permettra encore d'amplifier l'augmentation de la température déjà due aux paramètres astronomiques. Maintenant, les indices qui ont permis de reconstituer cette période glaciaire sont un delta O18 de la glace qui est faible, un delta O18 des sédiments marins qui, quant à lui, est élevé, et dans le milieu, on aura une abondance des pollens des plantes herbacées. Maintenant, on termine notre travail par les recommandations, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire et ce qu'il faudra totalement éviter les jours de l'examen, lorsque vous faites un sujet de type 1. Alors, quelles sont ces recommandations? Premièrement, il faudra faire attention à leur sujet, aux éléments hors sujet. Il faudra faire attention à ne pas faire un schéma ni trop petit, ni trop grand, et à bien disposer les éléments dans l'espace de la feuille. Et il faudra faire attention aussi au choix des codes couleurs que vous utilisez, ainsi que les symboles pour rendre le schéma lisible et plus clair et plus compréhensible. Enfin, chose qu'on voit assez souvent chez les élèves, il faudra faire le schéma au crayon et ne jamais utiliser les stylos. Et il faudra prévoir le jour de l'examen à avoir avec vous votre boîte de crayons de couleur ainsi que une règle, une gomme, tous vos matériels qui vous seront nécessaires le jour de l'examen. Chers candidats et candidates, voilà, nous sommes à la fin de notre travail et de mon exposé, et je vous souhaite une réussite au baccalauréat et bonne chance et bon courage.